différents moyens, des fois, vont être envoyés chez des psychologues, des psychiatres, parce qu'on ne sait plus quoi faire avec. Il serait peut-être temps qu'on se réveille puis qu'on aille voir si ce n'est pas un peu à nous de faire un travail face à ces enfants-là, de s'ajuster, comme je l'ai dit, et de voir la possibilité de changement dans un monde futur. Nous allons vers des grands bouleversements, vers des grands changements, et ce sont ces enfants-là qui devront prendre la relève. Alors, si nous ne voulons pas les perdre, il serait bon, peut-être pour nous, d'être au moins au courant de tout ce qui se passe. Alors, avec Daniel, ce soir, nous allons essayer, du moins par cette première conférence, de situer le problème et aussi, sans aller dans le fait de l'identification de l'enfant nouveau, parce que nous l'avons déjà fait dans plusieurs autres conférences, comment éduquer et comment être capable de paramétrer et voir jusqu'où nous pouvons aller dans cette nouvelle forme de système qui est en train de s'élaborer. Alors, accueillons Daniel Kemp pour cette conférence. Daniel? Bonsoir, Daniel. Je me suis préparé quelques petits papiers parce que je pensais que ça serait peut-être bon de... Ah, tiens, moi aussi, je me suis préparé quelques petits papiers parce que je pensais que ça serait bon de ne pas trop sortir à l'extérieur du sujet. C'est ça. Étant donné que je suis habitué de faire des conférences qui sont peut-être beaucoup plus amples et à caractère non spécifique, non spécialisé. On part avec un thème et puis on va fouiller. Mais la première question que je pense que de toute façon on pourrait situer davantage les gens qui sont ici ce soir, ce serait comment peut-on arriver à bien cadrer un enfant sans utiliser les moyens psychologiques déjà existants et comment serons-nous si nous paramétrons ces enfants de la bonne façon? Bref, que devons-nous leur interdire? Bon, alors, pour les personnes qui ne m'ont pas encore entendu en conférence, disons que j'ai fait plusieurs conférences sur l'enfant nouveau, savoir reconnaître un enfant nouveau. Et normalement, lorsque je fais ces conférences, je frustre énormément de gens. Et c'est pourquoi il n'y a pas énormément de personnes intéressées, disons, à entendre parler de l'enfant nouveau comme moi j'en parle. Disons que premièrement, souvent on pense que l'enfant nouveau sera l'enfant parfait attendu depuis des milliers d'années par les parents. C'est-à-dire un enfant qui sera beau, qui sera gentil, qui sera serviable, qui sera doux, qui sera capable d'aimer, qui ne voudra pas faire la guerre, qui sera un pacifique né. Eh bien, il se trouve que ça peut être ça l'enfant nouveau, à l'exclusive condition qu'on lui permette d'être ce qu'il est. Si on veut le forcer à devenir cela, il va devenir ce qui se passe aujourd'hui. Un enfant qui sera porté au suicide, un enfant qui peut être extrêmement violent, un enfant qui peut devenir un destructeur de société, un enfant qui saura manipuler les adultes au point d'envoyer plusieurs de ces adultes en dépression nerveuse, un enfant qui sera apparemment très turbulent, très têteux en énergie, c'est-à-dire que lorsqu'on a travaillé avec, on est épuisé après. Ça sera un enfant qui sera appelé à vivre seul, un enfant qui fera des fugues, un enfant qui tentera des nouvelles expériences, des expériences qu'on lui interdit. Et donc, cet enfant que l'on attend, il n'est pas... Qu'est-ce qui différencie l'enfant ancien de l'enfant nouveau? Ce n'est pas qu'il est plus pacifique, ce n'est pas qu'il aime plus, ce n'est pas rien de spirituel dans le sens où on serait porté à attendre. Ce qui différencie l'enfant nouveau de l'enfant ancien, c'est que l'enfant nouveau est intelligent. Il y a une différence majeure à faire entre l'intellectuance et l'intelligence. L'intellectuance, c'est lorsqu'un humain est capable de se rappeler ce qu'il a appris. Et selon sa capacité de logiférer sur ses mémoires, c'est-à-dire de faire en sorte que sa pensée associative puisse fonctionner à partir de son expérience, on parle souvent d'intelligence. Ça, c'est de l'intellectuance. L'intelligence, c'est ce qui permet à un être humain de savoir des choses sans les avoir appris. Ça, c'est intelligent. L'intellectuance, c'est ce qui permet à un humain de se rappeler des choses qu'il a apprises lorsque c'est intelligent ou utile de s'en rappeler. Alors souvent, on va regarder l'enfant nouveau et on va poser la question, mais où c'est qu'il prend ça, lui? Il n'y a pas besoin de prendre ça quelque part, il le prend simplement chez lui, et c'est ce qui différencie déjà l'enfant nouveau de l'enfant ancien. Étant donné qu'il est intelligent, il saura décoder les faiblesses psychologiques de ses pédagogues, ainsi que de ses amis, et il deviendra un enfant relativement épeurant pour plusieurs adultes, un enfant qui sera manipulateur et qui sera difficilement manipulable. Alors cela, juste pour faire un petit retour, parce qu'il y a beaucoup de personnes à un moment donné qui me disent « Oui, mais dans vos conférences, on parle pas d'amour. » Non, on parle de ce qui est réel. L'amour, c'est un phénomène intéressant. L'enfant nouveau peut aimer d'un amour intelligent, et cet amour intelligent ne le fait pas souffrir. Alors il pourra envoyer promener ceux qu'il aimera, il pourra même les envoyer à la mort et continuer à les aimer. Et il pourra se suicider en continuant à aimer ceux qu'il laisse. Il pourra
rester longtemps séparé de ceux qu'il aime sans jamais s'ennuyer, parce que l'amour intelligent n'est pas un amour souffrant. Tandis que l'homme ancien, comme l'enfant ancien, va aimer d'un amour psychologique, d'un amour sélectif, un amour qui fait souffrir. Alors, effectivement, cet enfant, on n'a pas besoin de parler d'amour pour l'instant parce que ce n'est pas un sujet intéressant. C'est-à-dire qu'on ne parle pas des enfants qui marchent bien. Ceux-là, ce n'est pas un problème. On devrait plutôt parler des enfants qui marchent avec de la difficulté. Et évidemment, lorsqu'on marche avec de la difficulté, ce n'est pas en parlant d'amour et en sachant comment les aimer qu'on va les aider. Parce que si on veut aimer un enfant nouveau contre son gré, on risque d'en mourir. Daniel, je pense que la cassette ne fonctionnera pas, la lumière ne fonctionne pas. Ah, c'est pas un problème, ça fonctionne pareil. Voilà, pour t'avertir que ça marchait. Alors donc, que devons-nous interdire à l'enfant nouveau? Ce qui est intéressant de constater, c'est que tous les enfants sont suffisamment malléables pour qu'un enfant ancien puisse, dans la majorité des cas, puisse être, si on le laisse libre, puisse devenir un enfant nouveau, c'est-à-dire quelqu'un qui saura se prendre en main plus tard. Que devons-nous interdire? Ce soir, donc, c'est une conférence sur l'éducation, ce qui fait qu'on peut faire référence aux conférences qui sont déjà enregistrées sur cassette pour le reste. Et il y aura évidemment une période de questions d'1 heure après cette conférence où je pourrai répondre et ajuster peut-être les choses qui ne seront pas comprises. La société, présentement, ne pense pas intéressant de reformer l'éducation. Et parce qu'elle trouve trop compliquée cette réforme de l'éducation, elle ne veut encore moins envisager la possibilité que l'enfant qui est dans nos écoles ou l'enfant qui naît dans nos familles soit quelque chose de neuf. Si c'est quelque chose de neuf, tout le système scolaire est archaïque, est déformé, est vieux, est inutilisable. Alors déjà qu'on ne veut pas adapter au fur et à mesure de l'évolution de l'enfant le système scolaire, entendre parler d'un enfant neuf, d'un enfant nouveau, d'un enfant naturel mais anormal, on ne veut pas. Ce qui crée immensément de problèmes. Alors ça va dépendre évidemment des idées de certains pédagogues, de certains éducateurs pour faire des pressions à un moment donné, pour qu'on accepte un peu plus l'idée d'un enfant nouveau. Quoi interdire à l'enfant nouveau? Alors on rentre dans la pédagogie, dans l'éducation, c'est quand même le thème de la conférence de ce soir. On ne devrait jamais rien interdire à un enfant nouveau. On ne devrait jamais rien interdire à un enfant ancien, on ne devrait jamais rien interdire tout court dans un système de pédagogie. Lorsque l'on interdit quelque chose, on oblige l'enfant à penser comme l'éducateur. Et éduquer ne veut pas dire faire en sorte que l'enfant pense comme l'éducateur. Éduquer veut simplement dire conserver l'enfant en vie et lui laisser suffisamment d'énergie pour lui permettre d'intelligencer ces événements. C'est-à-dire que éduquer veut dire laisser l'enfant libre de comprendre la vie. Et ça, éduquer. Et normalement, éduquer pour la pédagogie conventionnelle, cela veut dire instruire l'enfant de la façon avec laquelle il devrait vivre la vie. Alors on dit à l'enfant de quelle façon il doit aimer, on dit à l'enfant ce qu'il doit ne pas aimer, on dit à l'enfant ce qu'il devrait faire pour vivre, on interdit certaines choses et cela et cela et cela. Pourrais-tu faire une différenciation entre paramétrer et interdire complètement quelque chose? Oui, paramétrer, c'est de l'éducation, c'est-à-dire créer des cadres dans lesquels l'enfant devrait se retrouver, parce que premièrement, un cadre est synonyme pour un enfant de sécurité. La conscience de l'enfant, elle est comme la conscience de l'homme. Le paramètre évolutif de l'homme va souvent être la religion, la théologie, la morale, la loi, la société, la politique, la matière, l'argent et ces choses-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'humain se pose des questions et à ces questions, il ne voit pas de réponse. La matière peut l'amener à ne plus se poser ces questions-là. Tel sera le travail de la cigarette, de l'alcool, de la drogue, du travail intensif où on devient suffisamment épuisé qu'on ne peut plus trop penser, de ce genre de choses, ainsi que la sexualité qui baisse énormément le potentiel vibratoire de l'homme et de la femme, ce qui finit par l'amener à ne plus trop penser en hauteur à des questions sans réponse. Alors, le paramètre chez l'adulte va donc être la religion. Par exemple, les voies de Dieu sont impénétrables. C'est un paramètre tout à fait aberré pour l'enfant nouveau, mais qui peut être utile pour l'enfant ancien, pour l'homme ancien, ainsi que pour les personnes transitives. Lorsque on le prend, l'enfant et l'enfant ancien transitif ou nouveau, et qu'on le place dans un cadre où il n'y a pas de frontières apparentes, l'enfant va vouloir poser des questions, et ces questions pourront s'étendre jusqu'à un point limite dangereux, un point où la question va aller hors de la conscience de l'enfant, et l'enfant vivant cet état psychologique vivra dans l'insécurité totale, parce qu'il n'aura rien sur lequel s'appuyer. Donc, effectivement, on doit paramétrer l'éducation d'un enfant, on doit le paramétrer sans lui interdire quoi que ce soit. Alors évidemment, ça devient compliqué pour la simple raison que, qu'est-ce que l'éducateur interdit? Tout ce qui fait mal à l'éducateur est interdit à l'enfant, premièrement.
Donc, on interdit carrément à l'enfant d'agir en adulte pour la simple raison que lorsque deux adultes ont à s'affronter, ils s'affrontent. Lorsqu'un enfant veut affronter un adulte, on le chicane, on le punit, on le met en ceci, on le met en cela, pour la simple raison qu'il doit respecter l'adulte, même si l'adulte ne respecte pas l'enfant. Il doit honorer ce qui n'est pas nécessairement honorable. Il doit embarquer dans un cadre de communication qui souvent échappe au contrôle de l'adulte, mais l'enfant ne doit pas y échapper, la politesse par exemple, et etc., etc. Ce qui fait que on doit paramétrer. On doit paramétrer l'enfant de quelle façon? Il y a, premièrement, au niveau de l'accès à l'enfant. Une chose très importante qui devrait être notée dans la tête ou sur papier ou sur cassette, c'est que éduquer ne veut pas dire faire en sorte que l'enfant pense comme l'éducateur. Le parent n'est pas là pour obliger l'enfant à penser comme lui. Le professeur n'est pas là pour cela. Le prêtre, le gourou, le maître, le théologien, le policier, le magistrat n'est pas là pour ça. L'enfant doit avoir la possibilité de comprendre pourquoi un jour l'homme a décidé que le monde serait ce que le monde est. Tandis que présentement l'éducation force l'enfant à accepter inconditionnellement que le monde est cela. Si l'enfant ne comprend pas pourquoi le monde est cela, évidemment, il passera sa vie d'enfant, d'adolescent ou de jeune adulte, souvent, si c'est un enfant nouveau, certain, à vouloir déformer ce monde. L'homme qui a vécu dans le passé a formé le monde que nous connaissons. Et l'adulte d'aujourd'hui persévère dans cette formation ou dans cette cristallisation du monde tel qu'il est. L'enfant qui vient au monde, lui, est aussi créateur que nos ancêtres. Sauf que dans le monde créé par nos ancêtres, on interdit à l'enfant d'être l'égal de nos ancêtres. On va dire à l'enfant, oui, tu peux créer. Mais pour créer, tu devras maintenant suivre les lois de la création. La loi qui va dire, par exemple, on fait un dessin sur la vie, une chose qui t'a frappé dans la vie. On demande à des enfants, mettons, d'âge élémentaire de faire un dessin de quelque chose qui les a frappés dans la vie ou qui les intéresse. Alors, il y a un enfant qui va dessiner un chien en train de fourrer une chienne. Alors là, le professeur va être aussi frustré que certains l'ont été ici ce soir. Et on va expliquer à l'enfant que ce sont des dessins qu'on ne fait pas. Donner une raison intelligente à l'enfant, il comprendra. Mais vous n'arriverez pas à trouver une seule raison intelligente pour interdire à un enfant que ça ne se dessine pas, que ça n'est pas intéressant, pas son âge, que ça ne s'aime pas, que ça... Bon. Alors l'enfant, lui, commence déjà à être obligé de... C'est un peu comme si on disait à un enfant, tu dessines le monde et je te donne un crayon bleu et un crayon vert. Vas-y. Et le monde est mieux d'être comme il est. Avec 2 crayons, 2 couleurs. L'enfant ancien va s'efforcer, il va se sentir coupable de ne pas réussir. L'enfant transitif va s'efforcer, il va gueuler, il va crier, il va se sentir coupable tout en maudissant sa culpabilité et en haïssant son professeur. Et l'enfant nouveau va carrément faire bouffer ses 2 crayons au professeur. Bon. Alors, ce qui va arriver, c'est que l'enfant nouveau va expliquer au professeur que le cadre dans lequel il est forcé d'être placé est un cadre d'imbécile. L'éducateur qui veut que l'enfant pense comme lui, l'éducateur ancien ou transitif, va automatiquement réagir en mal et vouloir forcer l'enfant. Quand je dis qu'on n'interdit rien, on n'interdit pas à un enfant de faire sa crotte à côté de la toilette. On n'interdit pas à un enfant de ne pas crever l'œil de son ami. On n'interdit pas à un enfant de prendre le revolver de son père qui est policier et d'aller tuer la voisine ou le professeur. On n'interdit pas ça à un enfant nouveau. On n'interdit pas à un enfant quoi que ce soit. Maintenant, si on ne l'interdit pas, on va dire alors l'enfant va s'en aller puis il va commencer à tirer tout le monde. L'enfant nouveau est un être intelligent. Un être intelligent ne fait pas ce genre de choses. Sauf si à un moment donné, on interdit continuellement à un enfant des choses et il ne pourra plus discerner en vieillissant ce qui est intelligent et ce qui ne l'est pas. Alors évidemment, il tentera des expériences pour découvrir les lois écologiques qui régissent son système d'évolution. Et dans ces expériences, il y aura des choses qui auraient été préférables que l'enfant ne fasse pas. Alors, si on n'interdit rien à l'enfant, que va-t-il advenir de l'enfant? Premièrement, ce sera un enfant heureux. Et normalement, si l'éducateur est suffisamment vibratoire pour comprendre qu'on ne doit pas interdire, ça sera aussi un professeur ou un éducateur ou un parent heureux. Si l'enfant ne voit pas son monde limité par l'interdiction, parce que qu'est-ce que c'est qu'interdire? Interdire demande de l'humain de la stupidité. On ne veut pas que vous compreniez pourquoi une chose ne doit pas être faite. On vous demande même pas de comprendre.
on vous l'interdit. Alors, comment faire en sorte que l'enfant devienne intelligent dans un paramètre éducatif d'interdiction? Pourquoi je ne dois pas faire ceci? Parce que ça se fait pas. Alors, l'enfant se lève, il maudit avec point d'en face de son chum, puis il regarde le professeur, puis il dit, ben oui, ça se fait, gars. Il vient de le faire. La réponse était une réponse qui était émotive, une réponse qui est théologique, une réponse spirituelle, et pas une réponse réelle. Si par contre l'enfant comprend l'absurdité de certains gestes, parce que cela brise un cadre écologique, parce que cela amène des conséquences intelligentes, des conséquences écologiques, qui théologiquement portent le nom de conséquences karmiques, alors l'enfant ne le fera pas, mais il aura compris pourquoi ne pas le faire. Je peux comprendre, disons, ces notions-là pour des enfants d'un certain âge qui sont en mesure de comprendre. Mais si je prends l'enfant de 1 an, 2 ans, 3 ans, si tu ne lui fais pas sentir au moins que c'est dangereux s'il y a de telles choses qu'il utilise, comment est-ce qu'il va être capable de le capter ou de le percevoir? Il se trouve que la possibilité d'expression de l'enfant est toujours en résonance avec sa possibilité de compréhension. L'enfant de 3 ans, t'as pas besoin de lui expliquer qu'il ne doit pas frapper son voisin, il est pas capable. Par contre, il peut se nourrir avec du Ajax ou du Comet. Ça va de soi. Comment lui expliquer que le Ajax n'est pas bon pour la santé? On va dire qu'il ne peut pas comprendre. C'est faux. Pour l'éducation, donc, il faut juste, et c'est important de prendre des notes peut-être sur ce qui n'est pas suffisamment élaboré pour qu'à la période de questions, on puisse y aller. Parce qu'il ne faut pas qu'un individu, à un moment donné, sorte et qu'il dise à son enfant, bon, ben vas-y, maintenant, je t'interdis plus rien, fais tout ce que tu veux. Non, là, il est trop tard. On lui en a passé la vie à le programmer des interdictions. Maintenant qu'on le lâche là, qu'on le libère, ben évidemment, l'enfant risque de faire un paquet de conneries qu'il va regretter et que d'autres vont regretter. Alors, il faut faire attention. On parle d'un cadre et par la suite, il suffira d'apprendre à ajuster ce cadre. D'ailleurs, on fera une conférence dans 3 semaines sur vivre avec un enfant nouveau. Et je crois que tout au long de l'année, 1 fois par mois, on fera aussi une conférence sur l'éducation et sur l'enfant. Même si le public n'est peut-être pas extrêmement réceptif encore, parce que je répète encore une fois, c'est qu'on ne veut pas que l'enfant nouveau soit un monstre. Et si on ne veut pas qu'il soit un monstre, on n'est pas intéressé à le connaître. Et de cette façon-là, on peut être sûr que ça sera un monstre. Bon. Au niveau d'éducation, il y a 2 phénomènes extrêmement importants à comprendre. Tout le cadre de l'éducation, que ce soit parentale ou scolaire, devrait être basé là-dessus, même social. Il y a une éducation qui peut porter le nom d'un système de non-intervention. Et il y a le deuxième système qui va porter le nom du système d'intervention. L'éducateur, le professeur, le parent, le pédagogue devrait toujours prendre en considération, premièrement, qu'on ne doit pas interdire, mais expliquer à l'enfant l'inécologie d'une chose. Alors, on va dire, oui, mais ça se fait pas, ça, d'envoyer aux toilettes, d'envoyer chier ta grand-mère. Ben, l'enfant va dire, oui, c'est ça, j'ai de le faire. Puis, le parent doit expliquer, ou le pédagogue doit expliquer l'inécologie de ce genre de langage. Alors, il doit expliquer à l'enfant, et quand l'enfant est capable de prononcer ces mots, il est capable de comprendre. Parce que s'il prononce ces mots, c'est qu'il décode le fait que ces mots-là ont une puissance chez l'adulte à qui il parle. Donc, il peut comprendre le phénomène de l'inécologie de ces mots. Peux-tu donner un exemple sans qu'on ait appliqué un côté moral, si tu veux? Oui, effectivement. Le côté moralisateur est tout à fait inutile au niveau de l'enfant nouveau et c'est souvent extrêmement dégradant au niveau de l'enfant ancien, comme de l'enfant transitif. Interdire, il y a interdire cela. Prenons l'exemple d'interdire de traverser la rue. Je donne un exemple que je donne souvent, mais qui est quand même relativement fréquent au niveau de nos sociétés. Alors l'enfant, on le blâme parce qu'il traverse la rue, non pas aux intersections, il la traverse n'importe où, il sort entre 2 automobiles, il court après sa balle, etc. Alors l'enfant, s'il est d'âge à pouvoir comprendre, à pouvoir chercher à traverser la rue, à pouvoir marcher pour aller dehors, il est d'âge à comprendre certaines choses. Ce qui arrive, c'est que le parent ou le pédagogue, qu'est-ce qui est le mieux orchestré pour éduquer un enfant nouveau? Ben, c'est quelqu'un qui n'a pas d'émotion. Quand je dis ceci, il y a encore beaucoup de publics qui ne reviennent plus après. Parce qu'ils veulent évidemment pouvoir aimer les enfants, les chouchouter, les gratter la tête, chercher les poux. Et l'enfant nouveau ne peut pas supporter cela longtemps. Moins un adulte a d'émotions, plus il peut fonctionner intimement relié à la vie de l'enfant nouveau. L'enfant nouveau a des sentiments, l'enfant nouveau aura de l'émotion aussi. Mais je parle au niveau de la pédagogie. Lorsque le contact doit se faire au niveau de l'émotion, il se fera au niveau de l'émotif. Lorsque l'enfant ne veut pas faire quelque chose, la lacune chez l'homme, c'est qu'il a de l'émotion. Alors, automatiquement, l'enfant nouveau tente de le manipuler par sa faiblesse émotive. Si l'homme, le pédagogue est à ce moment donné-là mental, donc il ne vit pas sur un plan d'émotion, il pourra évidemment coordonner l'enfant. Prenons l'exemple encore une fois de traverser la rue.
Je l'ai dit souvent que si on chicane l'enfant pour qu'il ne traverse pas la rue sans regarder ou pour qu'il la traverse aux intersections, ben évidemment, quand le pédagogue sera là, l'enfant regardera où ira à l'intersection. Lorsque le pédagogue n'est pas là, ben l'enfant se fout, l'enfant traverse n'importe où. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris l'intelligence des intersections ou l'intelligence de regarder. Il sait simplement qu'il doit regarder pour ne pas manger une volée. Mais lorsque la volée est loin parce qu'il n'y a personne qui le regarde, ben évidemment, il traverse sans regarder parce que maintenant, il n'y a plus de raison de regarder. L'enfant, si on lui explique l'intelligence de l'écologie, alors on l'amène devant un automobile, on lui montre des photos d'accidents, on peut même lui montrer des photos de personnes qui se sont fait frapper. Alors on va dire, ouais, mais à 3 ans, tu le traumatises déjà. Ça, c'est un gros problème. L'adulte se traumatise, l'enfant ne se traumatise pas, sauf lorsqu'il est convaincu, parce qu'il a été mal éduqué, que la vie est ceci, et qu'à un moment donné, paf, il découvre la réalité. Oh, la mort, on n'en parle pas. Paf, un jour, son chum se fait tuer. Et là, il sera traumatisé. Mais s'il apprend à connaître la mort dès l'instant même où il commence à parler de la vie, ben évidemment, quand la mort va arriver, ben il va tout simplement dire, ben c'est normal. Puis c'est vrai que c'est normal, c'est naturel. Alors, si l'enfant comprend l'intelligence de regarder les côtés, parce que il apprend à souffrir un petit peu, c'est-à-dire qu'on peut lui montrer ce que ça donne, on lui montre certaines choses, et là, on lui dit qu'on veut qu'il regarde ou on veut qu'il traverse aux intersections, puis on lui explique. Et là, évidemment, l'enfant devrait poser cette question s'il est suffisamment libre. Alors, pourquoi tant de gens traversent n'importe où? Alors, il faut commencer immédiatement à éduquer l'enfant sur l'absurdité de notre société. Et encore une fois, on va dire, ben non, on doit pas faire ça, l'enfant va haïr la société. Non, l'enfant haït la société lorsqu'un jour, à l'adolescence souvent, il découvre que la société utopique qu'on lui a inculquée n'est pas la réalité. Alors l'enfant apprenait immédiatement qu'il y a des adultes, qu'il y a des enfants, qui ne comprennent pas l'intelligence de ces choses-là et qui souvent traversent n'importe où, et c'est eux qui se font frapper. Alors il y a des adultes qui ne le savent pas, et lui, s'il le fait, ben il va peut-être vivre plus longtemps, il ne sera pas blessé, et il va, etc. Il y a des raisons à lui donner, puis l'enfant va comprendre. C'est évident que l'enfant peut oublier certaines raisons à un moment donné. On doit l'arrêter violemment, c'est-à-dire qu'on doit l'arrêter avec de l'énergie. Je ne dis pas en frappant dedans, je dis avec de l'énergie. On doit communiquer avec et lui réexpliquer. Le problème de l'adulte, qui est pédagogue, qui éduque, c'est qu'il est convaincu que la répétition ne sert à rien. Alors il va dire, oui, mais ça fait 4 fois que je lui dis. Il est temps que là, ça rentre. Alors on va le mettre en pénitence, on va faire des copies, ben là, on va le battre. Non. L'adulte devrait se regarder dans un miroir et se demander, ça fait combien de fois que je dis que je vais arrêter de fumer? Ça fait combien de fois que je dis que je vais manger mieux? Ça fait combien de fois que je dis que je n'aurai plus peur de sortir tel soir? Ça fait combien de fois que je me dis que je devrais suivre un régime? Ça fait combien de fois que je me dis que je devrais plus me choquer? Ça fait combien de fois que, puis je me respecte encore, puis je me trouve encore beau, puis je me dis qu'un jour ça va venir. Mais l'enfant aussi, il a le droit. L'enfant est conçu comme l'adulte. Il a certaines particularités au niveau de sa psychologie. Premièrement, l'enfant a un âme, c'est-à-dire qu'il a un endroit mémoriel qui accumule de l'expérience et dans laquelle va naître l'ego. Chez l'enfant nouveau, la crise d'adolescence psychologique va se faire entre 6 et 8 ans. Et chez l'enfant ancien, entre 10 et 14, 15, 16, 17 ans. La psychologie chez l'enfant nouveau subira son adolescence avant terme, c'est-à-dire avant l'enfant ancien, tandis que biologiquement, ils auront leur adolescence similairement en même temps. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 2 choses chez l'homme. Et évidemment, il y en a 3, mais parlons des 2 principales, et ils se retrouvent chez l'enfant. Il y a premièrement une faculté intelligente qui peut porter le nom, disons, d'énergie ou de plan mental, chez l'adulte comme chez l'enfant, et il y a une particularité qui peut s'appeler la psychologie, qui est la relation entre l'émotion, le désir et la mémoire. Le plan de la psychologie qui vient de l'étymologie, science qui étudie l'âme, psychos, âme, logie, science qui étudie la relation. La psychologie, elle est mémorielle, elle est désir et elle est émotion. Et l'être humain a une autre partie qui porte le nom d'intellect lorsque c'est naissant chez l'humain et qui, si cet intellect se libère du phénomène émotif psychologique, devient le plan mental. Cela permet à l'humain d'être intelligent et de logiférer sur sa vie, de comprendre logiquement des choses et de faire des choix et des décisions qui seront conséquentielles, donc écologiques. Et il y a évidemment la partie psychologique qui fera des décisions émotives, des décisions où l'humain espérera que ça va aboutir, mais sans nécessairement chercher la conséquence ou l'écologie de sa décision. Si un jour il y a une guerre nucléaire, ce sera une décision psychologique.
et jamais une décision mentale écologique. Alors l'enfant est manipulé comme l'humain par sa partie égoïque, sa partie mémorielle, sa partie émotion et désir, et l'enfant peut gérer sa vie à partir de sa partie mentale, comme l'homme peut le faire. Alors, il n'est pas question d'apprendre à contrôler ses émotions, absolument pas. Il est question d'apprendre à obliger l'enfant, et l'enfant nouveau vit déjà ces deux états, à l'obliger, c'est-à-dire quand je dis obliger, il faut bien comprendre, à obliger le cadre à permettre à l'enfant d'évoluer sur ces deux plans, plutôt que de finir par évoluer que du point de vue psychologique. Alors, à un moment donné, l'enfant qui n'évolue que du point de vue psychologique finira par ne plus être capable de discerner le mental de sa psychologie. Alors, il appellera le mental l'intellect et il finira par se dire « je veux ceci ». C'est du désir, c'est psychologique. Et pour l'avoir, je vais réfléchir et trouver le moyen. Alors, il assujettit son plan intellectuel, son plan mental, à servir son plan psychologique et émotif. Et l'enfant nouveau qui a une intelligence relativement puissante deviendra un manipulateur dangereux parce que ça peut faire des délinquants hyper complexes parce que justement, ils auront l'intelligence de faire aboutir leur désir. Et le désir étant émotif, il est toujours inécologique. Tu veux dire qu'un enfant nouveau qui est dans son intelligence peut être à ce point manipulé par des structures qui n'auront pas été modifiées pour lui permettre d'évoluer d'une façon beaucoup plus intelligente? S'il est dans son intelligence, non, mais s'il est dans l'intelligence de la masse, oui. C'est-à-dire que si on prend un enfant, d'ailleurs comme n'importe quel des adultes, et qu'on veut obliger ces personnes à devenir collectifs, dans le genre, tu peux pas mettre ça pour aller à l'école, là, ça se met pas. Donc, il devrait penser comme tout le monde. Tu ne dois pas faire ceci parce que les autres vont trouver que. Alors, il devrait être comme tout le monde. C'est pas normal de faire ça. Donc, il devrait être comme tout le monde. S'il est dans l'intelligence collective, il est dangereux. Et ça veut pas faire quelque chose de problématique. Quand je dis dangereux, ça peut être pour lui, ça peut être pour les autres. Quand je dis que l'enfant nouveau est un être humain qui peut se suicider facilement, la deuxième cause de mortalité au Québec, au niveau infantile, est le suicide. C'est en progression et d'ici quelques années, la première cause de mortalité infantile sera le suicide. Alors, je crois qu'il est le temps qu'on cesse de parler ou de penser à l'enfant hyper joli qui aime la vie, qui sert ses parents et qui rend service, l'esclave parfait. On doit comprendre que l'intelligence fait que si la vie n'est pas logique, évidemment, c'est logique d'aller voir ailleurs. Et ailleurs peut être la mort. Pourrais-tu élaborer davantage ce que ça veut dire être dans son intelligence? Être dans son intelligence, cela veut dire que lorsque l'enfant a le désir de faire quelque chose, il n'y a aucun interdit qui l'en empêche, alors il le fait. Ce qui oblige l'enfant à assumer la responsabilité de ses actes. Et lorsque l'acte qu'il a accompli est maintenant conséquentialisé, c'est-à-dire qu'il peut récolter ou payer pour, eh bien là, il est le temps que l'enfant mentalise. Donc là, l'enfant, dans son intelligence, pourra dire « j'ai fait ceci, se passe cela, ce n'est pas ce que je voulais ». Donc l'enfant va apprendre à découvrir si on lui permet de penser. C'est-à-dire que si on lui donne la réponse toute crue, l'enfant ne pense pas. L'enfant va finir par toujours poser des questions connes. Genre de questions connes. Pourquoi on ne peut pas faire ça? Ben, c'est à cause qu'il y a ceci, cela. Pourquoi il y a ceci, il y a cela? Bon. À un moment donné, ça devient tout à fait épuisant pour l'éducateur parce qu'on dirait que l'enfant ne fait que poser des questions et l'enfant ne réfléchit pas. L'enfant ne veut pas trouver de réponse. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut obliger l'enfant à se répondre. Ça demande de l'énergie pour l'habituer, mais on va donc revenir à nos deux phénomènes d'éducation, la non-intervention et l'intervention. La non-intervention, elle devrait être comprise par, premièrement, le paramètre du laisser libre. C'est-à-dire que l'enfant fait ce qu'il a le goût de faire. L'enfant fait ce qu'il a le goût de faire de façon, non pas à se bâtir, de façon à ce que l'éducateur puisse avoir de l'expérience vivante pour expliquer à l'enfant les lois qui régissent son domaine d'évolution, la planète Terre. C'est-à-dire que lorsque l'enfant a 2-3 mois, lorsque l'enfant a 2-3 ans, lorsque l'enfant a 4-5 ans, lorsque l'enfant a 5-6 ans, si toujours on l'a laissé libre, on a permis à l'enfant d'arriver à faire des expériences en regard, en résonance, équilibrée avec sa possibilité d'expérimenter. C'est-à-dire qu'un enfant qui a 12 ans, si on décide du jour au lendemain de le laisser libre, il va se sentir tout à fait insécure, il va virer fou, c'est-à-dire qu'il va finir par plus rien comprendre. Alors, donc, on parle d'une phase d'évolution graduelle. On va évidemment revenir à un moment donné sur l'adaptation de l'éducation aux enfants qu'on a présentement. C'est sûr que certains pédagogues, quand je parle pédagogue, on parle de parents, professeurs, éducateurs, policiers, assistants sociaux, etc. Là, c'est évident que certains pédagogues pourront faire l'ajustement d'eux-mêmes, mais disons qu'on va revenir quand même en conférence. Le laisser libre veut dire que ça veut simplement dire qu'on a un enfant de 4 ans, par exemple, et on reste à la campagne. Il y a une voie ferrée pas loin. Alors, l'enfant décide d'approcher pour aller jouer sur le bord de la voie ferrée. Alors, on le laisse aller.
On lui dit pas que c'est dangereux, que c'est ci, que c'est ça, que c'est ça, parce que l'enfant, s'il n'expérimente pas, il pourra pas croire. Alors, il va près de la voie ferrée. C'est évident que s'il y a un train qui s'en vient, on passe dans la phase d'intervention immédiate. Et évidemment, là, on intervient. La phase d'intervention immédiate, donc celle de l'intervention directe, doit consister à permettre à l'enfant d'intelligencer, c'est-à-dire qu'on doit intervenir et s'arranger pour que l'enfant comprenne pourquoi on est intervenu. On va y revenir. Lorsque l'enfant se rapproche de la voie ferrée, il n'y a pas nécessairement de train. L'enfant a 3 ans ou 4 ans, disons, l'enfant nouveau quand même assez avancé, l'enfant ancien peut aussi être assez intéressant. Alors, il s'approche de la voie ferrée et on le laisse libre. Il va expérimenter, il peut s'asseoir dessus, il peut jouer sur la voie ferrée, ça sent l'huile, donc il y a des nouvelles odeurs, des choses qu'il va découvrir, ce qui fait qu'il peut commencer à vouloir camper là. Bon. On le laisse faire, on va passer à côté de lui et on va lui demander s'il veut venir avec nous. L'enfant peut venir, l'enfant vient. Si l'enfant vient, on passe dans la phase d'intelligenciation de l'état, à poser quelques questions, et on va aussi lui expliquer que sur ces choses-là, il y a des machines construites par l'homme qui passent. Et ça peut être dangereux. C'est évident que l'enfant doit être en très bas âge initié au danger, aux blessures, aux maladies, aux handicaps physiques, aux handicaps mentaux et à la mort, pour qu'il puisse comprendre l'intelligence de tout ce qu'on va vouloir lui inculquer. Hein? Tu dois pas jouer avec un couteau, pourquoi? C'est dangereux. Mais jamais on lui a parlé que le sang existait. Jamais on lui a dit que lorsque le sang coulait d'un corps humain, ça pouvait entraîner la perte du corps humain. Jamais on lui a expliqué ces choses, parce qu'on veut pas en parler nous-mêmes. Mais lorsque l'enfant sait tout ça, ça devient facile en maudit de l'éduquer à faire attention. Est-ce qu'il est bon de provoquer des situations d'apprentissage pour l'enfant, même s'il n'est pas rendu à terme? Si on sait qu'il y a une voie ferrée dans l'endroit où on demeure, de provoquer, si tu veux, la situation pour que l'enfant vienne en contact. Au moins, il devient plus averti si ça prend un certain tu rentres dans un domaine un peu dangereux. Ça peut être intéressant de provoquer certaines formes d'expérience, mais chez des enfants qui sont rendus à un certain âge, et des enfants qui ont des tendances à vouloir faire des fugues, des enfants qui ont des tendances à vouloir se suicider, ces enfants-là, on devrait les paramétrer dans un cadre plus initiatique, c'est-à-dire dans un cadre plus expérientiel où on devrait forcer l'expérience. L'enfant qui veut faire des fugues, c'est parce que tout le cadre dans lequel il est ne lui amène à rien au niveau vital, au niveau vivant, rien de suffisamment grand pour qu'il puisse apprendre à surmonter, c'est-à-dire que l'enfant est trop intelligent, trop génial, et le jouet de la vie dans le cadre où il est n'est vraiment pas à la hauteur de son génie. Alors l'enfant veut aller fouiller, veut faire des fugues ou veut se suicider pour aller expérimenter ailleurs. Normalement, l'enfant suicidaire, si on commence à lui donner de l'expérience, c'est-à-dire, comme j'expliquais à un moment donné, et là, je donne des exemples pour comprendre les principes. On ne fait pas ça nécessairement. Chaque enfant est différent, donc le pédagogue doit devenir suffisamment vivant pour s'adapter. Un enfant suicidaire ou un enfant qui réellement devient amorphe, refuse de manger, souffre presque d'anorexie mentale à un moment donné, cet enfant-là doit souffrir. Pourquoi? Parce que la vie devient tellement plate, la vie devient tellement haute, la vie devient tellement un peu comme l'école. Lorsque tu es génial en mathématiques puis qu'on te montre du 2 plus 2 font 4, ben à un moment donné, qu'est-ce que tu fais? Tu vas à la bibliothèque, tu vas compter les herbes dehors, tu fais l'école buissonnière, tu veux rien savoir d'école. Lorsque la vie devient plate, l'enfant fait aussi la vie buissonnière. Bon. Alors, l'enfant qui, par exemple, serait suicidaire, ben c'est évident que si à un moment donné, on l'amène voir un film d'horreur, ça va l'aider. Un film d'horreur va lui faire peur. S'il part à rire, on a échoué. L'enfant ne doit pas s'amuser parce que l'enfant s'amuse et s'amuse plate. Alors, on doit amener l'enfant, par exemple, à la chasse, ou on doit amener l'enfant à voir des choses qui, à un moment donné, vont stimuler des questions chez lui. Et normalement, les questions la stimulation de ces questions sera à cette étape de fugue. Évidemment, si c'est des familles qui se battent toujours la fugue, on va pouvoir, disons, animer l'enfant par des choses peut-être plus positives de la vie. Mais lorsqu'on se rapproche du suicide, normalement, l'enfant va être stimulé par des choses qui vont l'amener à poser des questions. Et ces questions-là seront des questions qui, normalement, vont germer chez lui si on lui montre des choses violentes. Alors, évidemment, ça paraît con dans l'éducation. Mais remarquez qu'on passe notre temps à éduquer l'enfant avec la paix, on veut tout cacher, et à la télévision, on lui donne de la violence sans violence, c'est-à-dire que de la violence qui ne choque pas l'enfant. L'enfant regarde ça, et ça devient du gâteau à manger. Alors, à un moment donné, ça devient programmé chez lui, et il pense que c'est ça qu'il faut faire. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je parle de quelque chose de pas mal plus violent. Un enfant qui veut se suicider, c'est évident que si à un moment donné, un éducateur qu'il ne connaît pas rentre dans sa chambre, commence à lui crier des bêtises, le ramasse par le chignon, le plaque sur un mur, lui donne une claque en plein visage et sort de la chambre, l'enfant ne se suicidera pas ce mois-ci.
Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il ne connaisse pas le pédagogue, il faut qu'il ne comprenne pas ce qui lui est arrivé, il va chercher à comprendre. La vie recommence à avoir du piquant. Alors, à un moment donné, je vais vous donner l'exemple. Une personne, à un moment donné, pense à se suicider. Et ça a été suffisamment expérimenté au cours des guerres. Et on peut l'expérimenter encore au cours de tremblements de terre ou ce genre de choses-là. À un moment donné, ta vie, tu veux te suicider. Ta vie est en danger. Tu ne penses plus au suicide, tu penses à sauver ta vie. C'est con, mais c'est ça qui se passe. Pourquoi? Parce que la vie, on dirait que là, il y a un repiquant. Exactement comme celui qui se sauve, qui ne veut tellement pas se faire attraper parce qu'on va le tuer, qu'il finit par se tirer une balle dans la tête pour pas se faire attraper. Il veut tellement vivre qu'il finit même par se tuer pour vivre. C'est le même phénomène pour celui qui veut se suicider. Si, à un moment donné, on finit par lui donner du piquant. Et le piquant, normalement, dans cet état psychologique ou pathologique, va souvent être quelque chose qui va l'amener à être traumatisé. Un traumatisme. C'est sûr que l'enfant qui va toujours des laideurs va être traumatisé par quelque chose de beau. Et l'enfant qui ne voit apparemment ou ce qu'on lui interdit carrément de penser que le monde est ce qu'il est, ben il finit par être comme Bouddha lorsqu'il est sorti de sa cabane, ben il a carrément été traumatisé. La vie devenait plate, sorti, il a commencé à trouver ça intéressant. Répéter chez l'enfant, ça permet de programmer sa psychologie. Une grosse partie de l'éducation fait partie de la programmation de la psychologie. Et ça, l'éducation conventionnelle le sait. Si l'enfant est tannant en classe, on lui fait copier 3000 fois. Je ne serai plus tannant en classe. Je ne serai plus tannant en classe. Il prend 3 crayons, puis il écrit 3 lignes à la fois. Puis à un moment donné, il fait des photocopies parce que c'est impeccable, les photocopies aujourd'hui. Le professeur s'en rend pas compte. Ou ben non, à travers les copies, je ne serai plus tannant en classe. Le professeur est à bout sans dessin. Puis le professeur, ben il lit pas. Puis là, ça défoule l'enfant. Bon. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que on programme. Tu fais répéter 2 plus 2 font 4, 2 plus 2 font 4, 2 fois 2, 4. Bon, il finit par le mémoriser. Ça, c'est une partie de la structure qui peut être programmée chez l'enfant. Sauf que lorsqu'on fait d'un enfant qu'un programmé, on fait un enfant savant comme les chiens savants, alors l'enfant fera tout ce qu'on lui demandera dans la société, parce qu'il sera content lorsqu'on va lui dire qu'il a bien fait, lorsqu'on le flatte, comme on flatte le chien, parce qu'il sera content de recevoir ses bonbons, et parce qu'il aura peur du fouet ou de la punition. Bon. Il y a donc ce phénomène de la psychologie qui doit être programmé par la répétition, toujours convenable. Alors, si on répète 300 fois, c'est pas grave, ça marche. Qu'est-ce qui est important, c'est qu'on éduque l'enfant à long terme, même si on travaille dans les médias termes, et on n'éduque pas l'enfant pour nous, on l'éduque pour lui. Donc, il faut être patient. On met des enfants au monde, il faut qu'on ait une raison intelligente d'avoir des enfants, ou d'être professeur, ou d'être pédagogue. Sinon, lâchez tout de suite, allez vous éduquer des robots, c'est plus facile. L'enfant est un humain vivant. Dans le deuxième plan qui doit être travaillé, c'est le plan du mental. Ce plan du mental peut être travaillé si on se demande continuellement, à l'enfant, qu'est-ce qu'il pense de ceci. On ne doit pas lui dire quoi penser d'une chose, on doit lui demander ce qu'il en pense. Bon. Dans la phase de non-intervention, cela veut dire que le pédagogue a un œil scruteur sur la vie de l'enfant. Alors, 2 enfants s'approchent, ils se chicanent pour un jouet, on les laisse se chicaner. Ils doivent expérimenter le phénomène avant qu'on intervienne. Sinon, comment voulez-vous qu'ils connaissent le phénomène? C'est comme de dire, bois pas ça, c'est pas bon. Ben, c'est pas bon. D'un coup, j'aime ça, moi. Bon, ben alors, laisse-le boire. Là, tu peux aller lui dire, c'est pas bon. Là, il va dire, je le sais. C'est correct. Là, il va finir par te respecter parce que tout ce que tu vas lui dire, ça va être en accord avec ce qu'il vit. La non-intervention demande de surveiller librement l'enfant, donc on le laisse aller libre. Lorsque l'enfant s'approche d'un danger quelconque, lorsque l'enfant, par exemple, 2 enfants se chicanent, alors on les laisse se chicaner. Et lorsque les enfants sont suffisamment dans leur phase de chicane, comme un adulte, comme n'importe quel adulte, ils vont finir par cesser de chicaner à un moment donné. Ils vont être capables, lorsque la chicane est finie, de se reposer psychologiquement. Ça peut prendre 2, 3, 4, 5 minutes. Ils vont peut-être être colériques et être haineux. Et là, ça peut être le temps d'approcher l'enfant encore une fois et de leur demander... Bon, on parle d'une chicane pour un jouet. Alors, tu leur demandes, c'est qui l'a le jouet maintenant? Alors, les enfants, vont recommencer à vouloir crier l'un contre l'autre. Et là, c'est le temps de leur dire, tout à l'heure, vous avez fait certaines choses, puis je pense que ça n'a rien réglé. Mais là, si vous voulez recommencer, vous laissez faire, puis on verra si ça va régler. Les enfants nouveaux, comme les enfants transitifs, et bien souvent les enfants anciens, sont suffisamment libérés lorsqu'ils sont jeunes pour comprendre ces paroles. Et évidemment, la psychologie, la manipulation psychologique peut prendre le dessus. Les enfants peuvent recommencer. Vous pouvez partir à rire, puis vous les regardez en riant d'eux, vous les laissez faire. Et c'est pas long que les enfants vont arrêter parce qu'il se passe quelque chose qui est inintelligent. Et ils vont le vibrer.
Alors, on les laisse toujours libres. Et le fait d'approcher, c'est de la semi-intervention. Ça fait encore partie du processus de non-intervention, c'est-à-dire qu'on intervient d'une façon très, sans que l'enfant s'en rende compte. Sans que l'enfant s'en rende compte, ça veut dire que même si on jase avec l'enfant, vu qu'on n'interdit pas à l'enfant, vu qu'on ne paramètre pas immédiatement dans un cadre plus restreint l'enfant, l'enfant n'a pas l'impression qu'on s'est mêlé de ses affaires. Par contre, c'est un peu comme si il avait un livre où il pouvait aller prendre des références. C'est le pédagogue qui passe à côté. Si les enfants se blessent, c'est pas plus grave que ça. Souvent, l'humain est convaincu, comme par exemple, l'enfant ne doit pas se casser une jambe, l'enfant ne doit pas se couper quelque chose. Ben, il se trouve que les enfants qui souvent sont blessés et qui vont passer une partie de leur jeunesse à l'hôpital, c'est des enfants qui apprennent énormément sur la vie. C'est des enfants qui, j'ai travaillé longtemps à Sainte-Justine, d'ailleurs, ce que je voulais arriver à faire, c'est de faire en sorte que l'expérience hospitalière pour l'enfant soit quelque chose d'extrêmement positif dans sa vie. Ce qui, encore une fois, n'est pas le cas, parce que souvent les parents, lorsqu'ils vont au chevet de leurs enfants, vont là pour les plaindre, pour se plaindre, ou enfin, on n'ose pas trop parler de la blessure. Bon, un enfant qui perd une jambe, on veut pas trop en parler. Ben, ce serait le temps de commencer à en parler, hein. Faudrait pas lui cristalliser que sa jambe, il l'a encore. La journée, il va découvrir qu'il n'y en a plus. Ça peut être un traumatisme. Je voudrais peut-être préciser certains contextes. S'il y a deux enfants qui sont en train de se battre avec du couteau. Ces enfants-là, c'est des enfants qui n'ont pas été éduqués convenablement dans leur enfance. Alors, évidemment, on parle d'enfants, disons, de 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ans d'aujourd'hui. Et, à un moment donné, ils viennent pour se battre. Là, évidemment, ces enfants-là n'ont rien pour comprendre l'absurdité de ce qu'ils font. Et ce n'est pas en passant à côté d'eux autres, tu risques de recevoir un couteau perdu. Bon. Alors, ce qui fait que dans ce cas-là, on passe à la phase d'intervention, qui doit être une intervention qui est quand même, qui permettra toujours à l'enfant d'intelligencer le pourquoi nous intervenons. Est-ce que l'enfant sait, dans le cadre actuel de la pédagogie, pourquoi l'éducateur est là? Est-ce que l'enfant sait intelligemment pourquoi l'éducateur intervient? Ben, jamais. Les policiers vont arriver, là, hey, les jeunes niaiseux, là, puis on confie ceci, puis là, on les accote, puis on y fouille. Oui, mais pourquoi le policier intervient? Parce que la société aime pas ça que des jeunes se battent au couteau. Il y a bien des policiers qui vont intervenir parce qu'ils aiment pas ça, voir des jeunes se faire couper le ventre au couteau. Mais ils leur diront pas. Certains vont essayer de leur dire. Mais tout le cadre, il y en a un policier qui le fait. Après ça, les parents viennent donner viennent gueuler. Tout le système est tellement déstructuré qu'en fin de compte, l'enfant ne sait jamais pourquoi on est intervenu. Alors, ce qui va arriver, c'est que les jeunes qui sont, à un moment donné, délinquants, font leur combat dans le noir, la nuit, dans un champ ou dans une ruelle, là où on ne les voit pas. C'est la preuve que tout à l'heure, ce que je t'expliquais, c'est que si les pédagogues sont là, les enfants sont bien sages. Quand les pédagogues sont plus là, les enfants commencent à faire leurs conneries. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris que ça ne se faisait pas parce qu'il y avait punition. Mais si personne ne voit, ben ça se fait, parce qu'il n'y a plus de punition. Si l'enfant comprend l'intelligence, il ne le fera pas quand même. Au niveau des enfants, disons d'aujourd'hui, les enfants qui sont relativement avancés dans leur, disons, déstructuration au niveau de l'intelligence, l'enfant qui finit par être d'une conscience collective, évidemment, deux enfants qui se battent avec des couteaux, ça fait partie de la phase d'intervention immédiate. Et quel genre de phase d'intervention immédiate? Il y a la phase, évidemment, d'apprendre à se battre. C'est une autre chose avec qu'on n'enseigne pas à l'enfant, c'est on ne lui enseigne jamais comment survivre. Tout à l'heure, je vous parlais du sang, des accidents, des blessures. L'enfant devrait apprendre les premiers soins en bas âge. L'enfant devrait apprendre à se battre en bas âge. L'enfant devrait apprendre à lutter contre la mort en bas âge. Mais évidemment, pas sauf qu'il connaisse la mort. Ce qui fait que l'enfant va toujours comprendre l'intelligence de ce que la société lui amène. La société n'est pas pourrite. La société, elle a été structurée par des humains suffisamment marginaux, suffisamment intelligents, qui, à un moment donné, ont mis des paramètres. Parce qu'il y avait suffisamment d'inintelligence dans la masse, et on a mis des paramètres pour permettre aux humains, même s'ils ne comprenaient pas, d'arriver au moins à vivre. C'est intéressant. Sauf que dans l'éducation, on n'éduque jamais l'enfant ni l'adulte du pourquoi de la structure. Bon, alors c'est sûr que les enfants qui se battent à coups de couteau, il y a moyen de travailler avec eux. J'ai travaillé avec des enfants qui étaient des délinquants, j'ai travaillé avec des enfants qui étaient délinquants, j'ai travaillé avec des enfants qui étaient décrocheurs, j'en ai vu de toutes les sortes. Et je n'ai pas de problème parce que l'enfant est capable de comprendre l'intelligence des choses. Le paramètre de semi-intervention fait partie de ce que j'appelle l'accompagnement. C'est-à-dire que dans l'intervention directe, c'est-à-dire qu'on a la non-intervention où on observe, puis souvent l'enfant va faire des conneries et il sera capable d'intelligencer lui-même ses conneries, il ne les refera pas. L'enfant, par exemple, qui mange du Ajax, non, un enfant qui commence à fouiller des armoires, évidemment, si on place le Ajax un peu plus haut, il ne pourra pas fouiller dans le Ajax. Alors, l'enfant devra quand même fouiller parce que son intelligence veut se développer. Alors, on met 3 ou 4 chaudières, 3 ou 4 boîtes en bas, pas des boîtes d'Ajax, des boîtes avec d'autres choses dessus, pour pas que l'enfant finisse par penser qu'Ajax, à un moment donné, ça a été bon. Quand il en verra un autre, il va penser encore des bonbons qu'il y a dedans. Alors, faut mettre des trucs qui ne sont pas similaires à ce qu'on ne veut, à ce qui serait, disons, inécologique qu'il bouffe.
L'enfant, on lui interdit d'aller fouiller pareil, et on sait très bien que si on lui interdit, il va aller fouiller. Mais ce dans quoi il va aller fouiller, c'est des choses qu'on sait que c'est là, et on a placé là spécialement pour qu'il fouille. Alors, ça fait donc partie encore de l'accompagnement, c'est-à-dire d'une intervention qui est à l'insu de l'enfant, où l'enfant a des interdits. L'enfant, pour un moment donné, on pourra lui dire, je t'ai demandé de ne pas aller fouiller là. Bon, puis on lui explique. Et l'enfant va quand même aller fouiller, c'est normal. Tu sais, t'achètes pas un pot de caramel pour dire à un enfant de pas en prendre. C'est ridicule. Et l'enfant va aller en prendre. Bon, je ne sens pas de pot, c'est pas qu'il y en prendre. Alors, on organise la structure. Lorsque l'enfant, selon l'âge de l'enfant, selon son évolution, évidemment, psychologique et mentale, on a donc la phase de libre, la phase où on le laisse carrément libre. On a la phase de semi-intervention. Par la suite, on aura la phase d'accompagnement réel. C'est-à-dire que lorsque l'enfant décide, bon, ben là, moi, je m'en vais à l'école, là, puis je m'en vais dire à mon professeur que c'est un maudit ou que c'est une maudite ceci ou cela, puis je vais tirer mon livre d'en face, le moindrement qu'elle va me dire une affaire. Le professeur, souvent, si c'est un professeur conventionnel, il ne pourra pas évidemment supporter l'enfant. Donc, ça devient inécologique que l'enfant le fasse, parce que le cadre dans lequel il va le faire n'est pas adapté à lui. Le cadre n'est pas suffisamment puissant pour le soutenir. Alors, on ne doit pas dire à l'enfant que ça se fait pas, que c'est impoli, qu'il va être mis dehors d'école, parce que si on lui dit ça, l'enfant risque fortement de se dépêcher à l'école pour tirer son livre d'en face du professeur, de façon à être mis dehors d'école au plus maudit. Bon. Alors donc, on faut faire attention à ce qu'on va dire à l'enfant. Là, ça fait partie de la phase d'accompagnement qui fait partie de la phase d'intervention. L'accompagnement, c'est qu'on doit, et ça, faut le pratiquer souvent avec les enfants, être capable de dialoguer avec l'enfant. On devrait lui demander des conseils pour nous. De cette façon-là, il va accepter des conseils pour lui. Même si les conseils qu'il nous donne, on les applique pas, mais souvent, on va se rendre compte, selon l'âge de l'enfant, qu'il est pas, c'est même intéressant. Mais quand même, on doit donc travailler sur une forme de dialogue, et ceux qui ont des enfants déjà suffisamment âgés, ça change rien, il faut les apprivoiser, ça prend plus de temps, mais ça se fait. Donc, la phase d'accompagnement, on va demander à l'élève pourquoi il veut faire ce qu'il veut faire. L'enfant va répondre, si on a eu souvent des contacts avec, ben, il va nous expliquer pourquoi. Et qu'est-ce qui arrive souvent, c'est qu'on va dire à l'enfant, ouais, mais c'est stupide ce que tu veux faire. Il n'y a rien de stupide sur la planète. Rien de stupide. Il y a des êtres humains qui sont ignorants et des êtres humains qui comprennent. L'ignorant traite de stupide les choses qu'il n'arrive pas à expliquer. C'est-à-dire que si l'ignorant a été programmé, que telle chose ne se faisait pas, alors il va dire que telle chose est stupide. S'il en comprend l'intelligence, alors il pourra expliquer à l'enfant l'intelligence de ne pas faire ceci ou de faire cela. Alors on peut, par exemple, expliquer à l'enfant, ton professeur, il t'aime pas. L'enfant peut répondre, oui, je sais qu'il m'aime pas. C'est évident qu'il m'aime pas. Alors moi, je peux lui dire à l'enfant, sais-tu qu'il y a une des choses que le professeur aimerait bien? L'enfant peut demander quoi? Ben, c'est que tu te fasses dehors de l'école. L'enfant va répondre, moi avec, j'aimerais ça. Oui. Sauf que qu'est-ce qui te plairait le plus? L'enfant a une phase psychologico-émotive, parce qu'il s'en va faire quelque chose pour se venger. Donc, on peut lui parler d'une façon émotive, psychologique. Si l'enfant passe au niveau du plan logique, mental, il faudra qu'on passe, nous, avec lui. Alors, on va dire à l'enfant, qu'est-ce que tu aimerais mieux? Que le prof te venger du prof ou ben non, que le prof soit content? Le prof soit heureux que tu sois plus là, par exemple. Que le prof rise de toi dans le dos. L'enfant qui est dans une phase psychologico-émotive va répondre, ah ben non, j'aime bien, mauditement mieux, moi qui souffre, puis je veux me venger. Bon, ben là, je peux lui expliquer. Si tu tires ton livre en plein visage, tu sais qu'est-ce qui va arriver? Ben, il va être défoulé. Ouais, mais le prof, il va te mettre dehors d'école. C'est pas grave. Ouais, mais après ça, il va passer l'année à rire, lui. Est-ce que c'est ça que tu veux? Bon, il suffit d'aller chercher une raison. Parce qu'on va dire à l'enfant, faut pas se venger. Pourquoi faut pas se venger? Si vous êtes capable de lui expliquer une raison intelligente, qu'il va être capable de comprendre dans la phase psycho-émotive qu'il vit là, il n'y aura pas de problème. Mais souvent, on peut pas. C'est pas le temps là. Quelqu'un qui est en colère, c'est pas le temps d'aller lui dire que Dieu veut pas que la colère existe. Hein? Il va vous battre. Bon. Alors, l'enfant qui s'en va se venger, c'est pas le temps d'aller lui expliquer la beauté de la non-vengeance. Il comprendra pas. L'humain, on comprend pas ça non plus souvent. Alors, on va expliquer à l'enfant de quelle façon il devrait se venger le mieux possible. Et puis là, on est dans la phase d'accompagnement. L'enfant peut comprendre. Là, après ça, on va lui expliquer, puis on ne doit pas dire si j'étais à ta place. Non, lui, il est là. OK? Et là, l'enfant, ben, on peut peut-être donner des exemples de ce qu'on vit présentement. Moi, j'ai un boss, ou moi, j'ai quelqu'un, ou il y a mon chauffeur d'autobus, ou il y a ceci, ou il y a cela, qu'à un moment donné, bon, des choses pas du passé, des choses qu'on vit. Ça marche avec l'enfant. Moi, dans mon jeune temps, quand il m'arrivait, ça marche pas, ça, avec l'enfant nouveau. Rarement que l'enfant ancien non plus. Alors, on lui explique que là, va juste le voir, là, puis fait rien que passer la journée à le regarder d'en face, savoir ça va être bien mieux. C'est sûr que le professeur va avoir de la misère à le supporter, mais c'est mieux que de supporter le dictionnaire au complet. Bon. Et là, l'enfant va revenir, puis on est complice avec. Si on est complice avec, on va être capable de l'accompagner jusqu'à sa phase mentale, où à un moment donné, il pourra comprendre l'absurdité de perdre de l'énergie, donc de passer une partie de sa vie à la perdre pour ceux qu'il n'aime pas. Là, tu peux lui expliquer
On regarde la télévision, il y a en masse de films qui nous montrent tout ça. Tu sais, on dit qu'il y a bien de violence à la télévision, c'est génial pour éduquer les enfants, si on s'en sert. Si on les laisse aller, bien évidemment, ils s'éduquent tout seuls, c'est réellement débile. Là, on prend un enfant, puis par exemple, on l'amène voir, on le regarde faire des films de vengeance, des films de karaté souvent, ou des films comme Amadeus, ces choses-là. Des films de vengeance et de haine. Et là, on dit à l'enfant, regarde bien, tout le bonhomme qui est là, check bien, le film dure 1h30, puis calculons le temps qu'il va perdre dans sa vie à haïr. Assez qu'à un moment donné, on calcule, puis on fait compte, bon, 35 minutes d'un film d'1h30, on va dire ça fait un tiers de sa vie. Tu sais, mettons. Pendant un tiers de sa vie, il a mis tout son temps à s'occuper de ceux qu'il détestait. Trouves-tu ça logique? Au lieu de s'occuper de ce qu'il aimait, il prend son temps pour s'occuper de ce qu'il n'aime pas. Là, l'enfant, on commence à y amener de l'intelligence. C'est ça la phase d'accompagnement. Évidemment, il faut qu'on s'éduque nous-mêmes, parce que sinon, on n'arrive à rien faire. Parce que là, il faut qu'on le vive. Ce qu'on dit à l'enfant, il faut qu'on l'applique, sinon l'enfant va rire de nous. Et puis, à un moment donné, ben, l'enfant finit par comprendre que, effectivement, tu sais, le bonhomme, là, la bonne femme, là, est à Nantes, là, ben, qu'elle s'organise avec ses maudits problèmes. Il va commencer à se prendre en main, donc il se sent dans son intelligence. Ça, c'est la phase d'accompagnement. L'intervention directe va être l'ultime, la dernière phase d'intervention en éducation, et elle doit toujours se faire lorsque l'enfant risque de mettre en péril la santé ou la vie d'un autre, ou la sienne. Et évidemment, si l'enfant risque de mettre en péril toute une structure matérielle hautement importante, ça met en péril quand même certaines choses. Et là, il y aura la phase d'intervention directe. Le pyromane, intervention directe. Le meurtrier, le batailleur de rue, dépendant s'il se bat avec des chaînes ou s'il se bat avec une gomme ballon ou encore une réglisse, pas trop pire. Dépendant de ce qu'il va faire. D'accord? Prenons l'exemple pour éduquer l'enfant. Au niveau de la phase d'intervention directe, la phase d'intervention directe va toujours être faite, et elle devrait toujours être faite de façon à ce que l'enfant puisse intelligencer pourquoi il y a une intervention de l'éducateur. Un enfant, par exemple, qui met des papiers mouillés dans son crayon puis qui étire sur le tableau, ou qui étire ses voisins, ben, à un moment donné, le professeur, il va s'acheter un fusil à eau, puis quand il passe à côté de l'enfant, ben, il en tire 3-4 shots dans les oreilles. Premièrement, il va devenir un ami de l'enfant, parce qu'il n'y a pas d'adulte qui agisse comme ça, donc l'enfant va se rendre compte que celui-là, il est vivant. Deuxièmement, non, ça devient extrêmement intéressant. Deuxièmement, l'enfant va finir par plus aimer ça, il haïra pas le prof. Il va haïr l'événement. Alors, à un moment donné, il va vouloir que le prof arrête, il va vouloir se rapprocher du professeur. Puis, l'enfant va finir par comprendre. Chaque fois que l'enfant tire du papier, le prof, il passe à un moment donné, pas immédiatement. À un moment donné, l'enfant va dire, pourquoi c'est toujours ça? Un qu'à moi. Ben, le prof, il dit, ben, je pensais que tu jouais à la guerre. Il jase avec, il dit simplement que j'ai trouvé ton idée géniale. Moi, tu sais, des papiers. Quand les jeunes s'en entendent pas, tu leur tires ça. Est-ce que ces 3 formes d'intervention-là peuvent s'adapter aussi, 4, aux enfants anciens qu'on appelle? Ce que j'explique au niveau d'éducation présentement s'adresse, c'est vital pour l'enfant nouveau, et c'est ce qu'il y a de mieux pour l'enfant ancien et l'enfant transitif. D'accord? L'adulte ne doit pas faire en sorte, hein, je répète, l'éducateur, éduquer ne veut pas dire faire en sorte que l'enfant pense comme l'éducateur. Par contre, on doit souvent s'arranger pour vivre comme l'enfant. La phase de laisser libre, où on observe ce qui se passe. On vit en campagne, l'enfant s'en va se promener dans la forêt, l'enfant à 6 ans, il commence à explorer. Ben, évidemment, c'est important que l'éducateur sache où ce que l'enfant est. L'éducateur, est-ce qu'il doit l'interdire d'aller là, non. Par contre, les adultes devraient finir par trouver du temps. Et la société n'est pas encore faite pour cela, mais ça revient à nous de la changer à un moment donné. Hein. Il suffit qu'on parle un peu plus de l'enfant nouveau, d'éducation intelligente, on va finir par changer des choses. On a plus de temps. Et on devrait pouvoir suivre l'enfant, le laisser libre. L'enfant ne doit même pas se rendre compte qu'on l'observe. L'enfant approche d'un lac, on le laisse là. L'enfant tombe dans le lac, c'est pas nager. On s'approche, puis on attend. Faut que l'enfant expérimente. Puis à un moment donné, quand c'est suffisant, l'expérimentation, ben on sort l'enfant, puis on l'engueule pas. Il a tout compris. C'est vrai, souvent, là, on les engueule. Tu m'as fait peur, maudit niaiseux, si tu savais comment. Tabarouette. Tu sais, vous m'avez sauvé pour pas souffrir. C'est ça qui arrive. Tu sais, c'est ça qui arrive. Ah non, on t'a sauvé parce qu'il y a intelligence, est-ce que tu restes en vie? Ça, c'est correct. Mais on t'a sauvé parce qu'il y en a un peu, tu sais. Par exemple, l'enfant est perdu, puis quand on le retrouve, ben, si on le retrouve après 2-3 semaines, les parents sont tellement affaiblis psychologiquement qu'ils sont plus capables de l'engueuler. Mais si on le retrouve après 4-5 heures, là, il y a des chances que l'enfant mange des bêtises. Alors, encore là, oui, mais tu sais, tu m'inquiètes, tu sais ce que ça fait quand t'arrives pas à l'heure? Tout en fonction d'éducateur. Fait que l'enfant, à un moment donné, l'éducateur, il le loin en maudit. Parce que, pourquoi faut que je rentre à l'heure? Parce qu'elle, elle souffre. Pourquoi faut pas que je sois en retard? Parce qu'elle, elle souffre. Pourquoi que si? Parce que l'autre, elle crie. Pourquoi faut que je fasse cela? Parce qu'elle est malheureuse. Puis moi, là-dedans, c'est l'éducation. Alors, faut que l'enfant comprenne l'intelligence des choses. Alors, on le laisse libre. L'enfant s'approche d'un lac.
On peut, par exemple, lancer... Je parle toujours de la forêt. Je donne des exemples. Là. Ça vous d'ajuster. L'enfant s'approche, ça peut être dangereux, alors on prend des roches puis on les lance dans le bois. Ça fait du bruit. Ça, c'est la phase de semi-intervention. L'enfant ne sait pas ce qui se passe, mais il entend des bruits. Il y a des chances de changer de chemin pour aller voir ce qui se passe. Ça ne fonctionne pas, l'enfant se rapproche encore, alors on passe peut-être dans la phase d'accompagnement. On passe on est comme dans la forêt, puis on le voit, « Hey, allô, machin! » Il se retourne, il dit « Allô! » Là, on peut lui dire, « Attention, les lacs, c'est dangereux. Les poissons sont faits pour vivre dans l'eau, les oiseaux dans les airs, puis les humains sur la terre, sauf s'ils apprennent à nager. » Et puis on continue son chemin. On n'intervient pas. Ça, c'est la phase d'accompagnement. Là, l'enfant, on lui laisse la possibilité de réfléchir. Donc, on en fait un être intelligent, pas un être savant. À un moment donné, l'enfant tombe dans l'eau pareil. On passe à la phase d'intervention immédiate. Et quand on le sort de l'eau, ben, faut trouver ça drôle. C'est drôle. L'enfant tousse, l'enfant fait ceci, et évidemment, n'importe quel pédagogue a appris à l'enfant les premiers soins. Donc, évidemment, n'importe quel pédagogue peut ranimer un arrêt cardio-respiratoire, peut empêcher une hémorragie, peut immobiliser une fracture, peut se aussi appris ces choses-là, parce que sinon, comment veux-tu vivre dans une vie où ton corps est toujours mis en danger par un accident d'auto, par la grêle, par l'hiver, par l'été, par les périodes des trucs de chasse, par les accidents bêtes. À un moment donné, je travaillé pour Urgence Santé pendant 4 ans, 5 ans à Montréal. Alors, je vais dans une maison, puis il y a une dame qui montait sur sa chaise, qui montait sur sa table pour ôter une lumière à brûler. Elle a embarqué sur le bord de la table, et la table, elle est tombée sur elle, puis elle s'est fait une fracture ouverte du tibia et du péroné. Ben, c'est ça. Les accidents, il n'y en a pas, faut pas y penser. C'est pas à cause qu'on y pense que ça les attire. Imaginez-vous si ça serait vrai, tous ceux qui pensent gagner à la loterie gagneraient. Hein? Alors, c'est faux. C'est quand on pense au mauvais sort, ça l'amène. Puis quand on pense au bon sort, ça ne l'amène pas. Bon, ben c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de superstitions là-dedans. Alors l'enfant, on le sort, et puis évidemment, on a su intervenir au bon moment, donc l'enfant, il n'est pas en difficulté respiratoire. Il peut tousser un peu, c'est bon qu'il apprenne. Et puis là, ben on jase avec l'enfant. Puis on lui répète, les oiseaux, ça vole dans les airs. Les poissons, c'est fait pour vivre dans l'eau. Puis les enfants comme toi puis comme moi, ben c'est fait pour vivre sur Terre, sauf quand ça apprend à nager. C'est quoi nager? Ça t'intéresseras-tu? Oui. Bon, mais là, si tu veux apprendre à nager, faut pas que tu deviennes un poisson. Pas tout de suite. L'enfant, il va faire attention à l'eau. Là, on peut lui expliquer, regarde ça, c'est mouillé, c'est glissant. Essaye si tu me crées pas. Bon, l'enfant, il va te croire. Parce que tu lui permets d'expérimenter. Tu lui dis pas, fais pas ça, ça fait ça. Faut faire un jour qu'il aille voir. Il l'expérimenté d'avance. Bon, évidemment, ça se peut fort bien aussi. Alors, ce qui fait que là, on a toutes nos 4 phases d'intervention. Ça demande de l'énergie de la part de l'adulte, mais moins l'adulte est émotif dans son système pédagogique, moins ça lui demande de l'énergie. Autrement dit, t'es pas inquiet que l'enfant se noie, t'es pas inquiet que l'enfant se blesse, t'es pas inquiet que l'enfant... Ben non! Ça, à un moment donné, moi, j'ai ma fille qui s'est déboîtée un genou en faisant du ski. Ben, elle a pas eu des bêtises. J'ai juste dit que c'était... Elle m'a expliqué comment ça se fait. Elle faisait du ski. À un moment donné, ben, ses chums lui ont dit non, une autre descente, elle était fatiguée. Quand on est fatigué, on fait pas de descente de ski. Vous savez, bon. Alors, elle a décidé de le faire pareil, elle a descendu, puis elle s'est cassé une jambe. Là, je lui ai dit que c'était une décision émotive. Oui, ça a tout compris. Puis on a parlé, on a intelligencé l'événement. Puis ces enfants sont pas fous, c'est évident. Peut-être qu'une autre fois, elle va encore descendre une pente de ski fatiguée. Elle va peut-être encore se casser la gueule. Au pire, elle va se tuer. Mais c'est sa vie. Si on est toujours là pour leur empêcher de tout faire, à un moment donné, il n'aime plus vivre. Il n'y a plus de piquant dans la vie. Peut-être quand tu vas plus camper, tu grimpes plus, tu fais plus rien. Ça devient mort. Alors donc, il y a ces 4 phases d'intervention. Ce que je peux voir, c'est de la manière que tu parles, il faut quasiment considérer un enfant comme un adulte. Ben justement. À quel âge l'enfant est-il un adulte? Dans certaines tribus, comme on avait ici même au niveau des tribus amérindiennes, on a encore ça au niveau du pays, de la planète, l'enfant devient adulte lorsqu'il réussit à supporter une initiation. Vers la puberté, par exemple, on recouvre un enfant d'un stuff blanc et on le libère dans la forêt ou dans la jungle, et puis il doit revenir quand il ne restera plus du tout de taches blanches sur lui. Le blanc est indélébile, c'est-à-dire que le blanc ne part pas à l'eau, et réellement, c'est lorsque la peau va être suffisamment usée, les cellules tombent, n'est-ce pas? C'est pour ça que le bronzage s'en va, et à un moment donné, l'enfant est blanc. Alors, lorsque l'enfant revient vivant, il peut faire partie des adultes. S'il ne revient pas, ben évidemment, il fait ni partie des enfants, ni partie des adultes. Bon, il est mort. Les Amérindiens avaient ce genre de phénomène, la totémisation et évidemment l'initiation. Dans nos sociétés modernes, à 18 ans, t'es un adulte ou à 21 ans. Bon.
Ce qui fait qu'à 17 ans et 364 jours, tu peux faire des conneries que tes parents payent pour, puis le lendemain matin, c'est toi qui payes pour. Bon. Alors, quand est-ce qu'un enfant devient-il un adulte? Et autre chose. Tout notre système de pédagogie est fait pour que l'enfant puisse évoluer dans son monde. Et l'adulte dans son monde. C'est intéressant d'avoir des chaises adaptées à l'enfant. C'est pas nécessaire qu'il grimpe toujours sur des chaises pour s'asseoir. Ça, c'est parfait. Il doit avoir une table à la hauteur de son travail. C'est normal parce que là, il marche dans le monde de l'adulte. Quand l'adulte vient s'asseoir sur une chaise, il monte pas sur un tabouret puis c'est un bottin téléphonique. Ben, l'enfant non plus. Sauf que le monde expérientiel de l'enfant doit être le monde expérientiel de l'adulte. L'enfant doit apprendre à devenir un adulte au plus vite. Pas au plus tard. L'enfant est un adulte où l'enfant doit être traité comme un adulte et l'adulte doit être traité comme un enfant. Donc, on finit par travailler entre humains, plus entre adultes et entre enfants. Mais à un moment donné, on joue avec l'enfant. Et à un moment donné, on lui demande des conseils. L'enfant, ça ne tente pas d'en donner. C'est comme les adultes. L'enfant, ça tente de partager. Il partage. Et puis, on fonctionne avec l'adulte, enfant, et nous, on est un enfant adulte. De cette façon-là, on arrive à bien s'entendre. C'est bien intéressant à fonctionner. La conférence est terminée. Il y a une petite pause de 15-20 minutes. Vous êtes invités à écrire vos questions sur des papiers qui sont à l'extérieur, de façon à ce qu'on puisse y répondre. Et les questions sont écrites pour qu'elles soient enregistrées. Et puis, on revient dans 15-20 minutes. On aura une période d'1 heure sur vos questions. Un petit break. La conférence qui est enregistrée est déjà disponible avec les billets si vous êtes intéressé.